Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine à enjeu pour l'euro, pour la zone euro bien sûr, mais pour l'euro en tant que devise également, avec la décision très attendue de la Banque Centrale Européenne ce jeudi à Francfort. Sans doute, probablement 75 points de base, la question étant de savoir. Et ensuite, quelle sera la stratégie de la Banque Centrale Européenne pour les prochains mois et les prochains trimestres, avec, sur la partie budgétaire, des vannes qui sont relâchées à plein débit. On l'a vu encore avec le plan allemand, de mesures pour accommoder et mitiger l'inflation et notamment la facture énergétique auprès des ménages, qui fixe un nouveau benchmark européen, on va le dire comme ça, 65 milliards pour le plan allemand, ce qui porte l'effort allemand à 100 milliards depuis le début de l'année. Au global, au niveau de la zone euro, quand on compile les chiffres, on arrive pour l'instant à des dépenses qui dépassent les 2 points de PIB pour l'ensemble des États de la zone euro face à cette crise inflationniste. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Nous pourrons évoquer également ce qui s'annonce, une introduction en bourse pour l'histoire européenne notamment, puisque Porsche a confirmé un calendrier qui reste à préciser, mais son ambition d'entrer sur le marché boursier allemand dans les prochaines semaines, avec une valorisation qui semble être sécurisée entre 60 et 85 milliards d'euros ou de dollars. Aujourd'hui, on est à l'équivalence parfaite. Si Porsche était valorisé dans la borne haute de cette valorisation, 85 milliards, ça correspondrait à la valorisation de l'ensemble de sa maison mère aujourd'hui, qui est Volkswagen. Voilà pour les sujets de marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, on prendra la direction de l'Afrique pour s'intéresser à l'investissement en Afrique avec un de nos poissons pilotes qui suit justement ces sujets d'investissement en Afrique. C'est son métier d'ailleurs. Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvédère Africa Partners, sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer notamment le sujet de la dette privée comme instrument pour investir sur le territoire africain. Mais d'abord, les infos clés de marché avec Alix Nguyen, comme chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse. Alix, on approche de la fin de séance en Europe. La tendance est pour l'instant légèrement positive, mais on notera qu'il y a très peu de conviction aujourd'hui chez les opérateurs de marché. Oui, pourtant plus vaillant qu'hier jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC apparaît désormais plus fébrile, et ce depuis l'ouverture de Wall Street. À New York, Wall Street avance pour l'heure en légère baisse. Globalement, peu de risques sont pris en Europe à l'approche des rendez-vous économiques des jours à venir, à commencer par la réunion de la BCE prévue jeudi, dans un contexte où l'interruption des livraisons de Gazprom annoncée ce week-end ravive le scénario d'une pénurie d'énergie en Europe et plus largement celui d'une prochaine entrée en récession. Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, intéressant de noter que les enquêtes d'activité du mois d'août aux États-Unis sont bonnes. On avait eu l'ISM manufacturier il y a quelques jours, c'était un bon rapport. L'enquête pour le secteur des services est également une enquête positive, Alix. Oui, c'est une surprise. La croissance de l'activité non manufacturière y a accéléré. L'indice établi par l'ISM s'apprécie de 0,2 points à 56,9 et affiche son meilleur niveau depuis avril. Une accélération qui conforte les anticipations d'un nouveau resserrement d'ampleur des taux de la Fed le 21 septembre. Bon, et puis on surveille évidemment l'évolution des marchés obligataires, des marchés obligataires devenus très volatiles depuis plusieurs mois maintenant. On tente de se stabiliser sur l'obligataire européen en cette fin de journée. Oui, c'est le cas du Bund allemand à 10 ans et celui de l'OAT française de même échéance. On remarque que le rendement de l'emprunt américain à 2 ans renoue avec ses plus hauts niveaux depuis la fin 2007. Sur le plan des devises, l'euro connaît le contre-coup de la hausse des taux américains et rechute. Et puis sur le marché de l'énergie, le baril de pétrole américain se stabilise vers 87 $ après avoir refranchi hier le cap des 90 $, suite à la décision de l'OPEP+ de réduire sa production.
Et puis un mot rapide des valeurs qui font et qui ont fait l'actualité aujourd'hui, Alix. Oui, les rares hausses d'hier, Total Energy et Vallourec reculent désormais. Le groupe de services pétroliers CGG chute. A contrario, les équipementiers et constructeurs automobiles reverdissent. C'est le cas de Faurecia, Valeo, Renault et Michelin. Parmi les autres valeurs cycliques, Saint-Gobain est en nette hausse. Et puis, s'agissant des actualités d'entreprise, Safran annonce être entré en négociation avec Thales en vue d'acquérir son activité de système électrique aéronautique. Et puis Casino a annoncé ce matin que sa filiale brésilienne GPA envisage de vendre à ses actionnaires environ 83% de sa division colombienne Grupo Éxito et de conserver une participation d'environ 13%. Elle pourrait être cédée ultérieurement. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse, ainsi que Sophie Chevelier à vos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir papa. Et Xavier Patrolin qui est avec nous également ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Bon, parlons de l'Europe, évidemment, qui fait l'actualité en cette rentrée. Je voulais prendre l'angle du policy mix, peut-être, pour comprendre un petit peu la stratégie européenne de la Banque centrale et des gouvernements européens face à la crise gazière, la crise inflationniste qu'on connaît aujourd'hui. On compile un petit peu les montants qui ont été déjà engagés par les États pour accommoder la facture énergétique des ménages, notamment. Je ne parle pas d'investissement pour changer la donne demain. Je parle de ce qu'on met sur la table pour adoucir la facture. 400 milliards à peu près, un petit peu moins à date, compilés par l'Institut Bruegel notamment. Quand on rapporte ça au PIB, on peut estimer qu'on est déjà à un peu plus de 2 points de PIB de dépenses pour les États de la zone euro. Et face à ça, on a une Banque centrale européenne plus déterminée que jamais pour engager un resserrement historique de sa politique monétaire, avec sans doute 75 points de base ce jeudi et d'autres à suivre. Comment vous regardez ce policy mix ? Qu'est-ce que ça vous inspire et quel type de résultats économiques et financiers est-ce qu'on peut attendre de ce qui est aujourd'hui la stratégie européenne pour faire face à cette crise ? Je pense que c'est... ce qui saute aux yeux, c'est l'extrême complexité de la situation, bien entendu, puisqu'on est dans une configuration où on a une surchauffe, vraiment, avec un marché du travail qui est au plus bas en Europe, en tout cas depuis très très longtemps, puisqu'on est, si je ne me trompe pas, aux alentours de 6,9%. Ouais. Donc on a une situation qui est à peu près comparable à celle des États-Unis, mais on est dans le même temps en économie de guerre. Donc on a besoin d'aider les ménages. Donc on est vraiment, la BCE est coincée. Donc elle est dans cette configuration-là obligée d'abandonner son mandat, de se recentrer sur son mandat sur l'inflation et de laisser aux États la gestion, entre guillemets, pour traverser cette période extrêmement difficile pour les ménages, en essayant tant que faire se peut d'aider les plus fragiles, bien entendu, mais parfois c'est compliqué en termes de mise en œuvre. Mais donc c'est vraiment cette logique qui domine. Et la BCE a ce rôle, entre guillemets, très complexe aujourd'hui, de ralentir effectivement l'inflation, de garder les anticipations de long terme ancrées, c'est-à-dire d'éviter que vraiment l'inflation s'inscrive dans la durée. Alors on sait qu'en Europe, une partie importante de l'inflation vient des problèmes d'offres, donc bien entendu le choc énergétique, bien entendu le contre-coup du Covid, mais de plus en plus c'est en train de se traduire dans les salaires. Donc on arrive vraiment à un point où la BCE ne peut plus reculer. Donc 75 points de base, effectivement, on est dans une logique qui paraît cohérente. Et ce qui va être très très important là, c'est de voir effectivement comment va répondre, les commentaires que va faire la BCE autour effectivement de l'aspect exceptionnel ou non de cette hausse de taux. Et je pense que le marché va réagir autour de cet élément-là principalement, parce que si la BCE ne fait que 50 points de base, ça sera perçu comme
absolument dovish, trop accommodant et donc ne répondant pas aux enjeux. 75 points de base paraît adapté, mais après, ça peut ouvrir la porte aussi à une consolidation beaucoup plus forte. Et là, c'est un petit peu le suspense de la réunion. La meilleure explication qu'on m'a donnée pour comprendre la stratégie de la BCE, c'est 75 points de base et la dureté du discours, ça doit être compris comme un message implicite destiné aux partenaires sociaux. C'est un avertissement aux partenaires sociaux en leur disant attention, préparez-vous. Renégociation salariale, ok, n'allez pas trop loin parce que si vous allez trop loin et que vous enclenchez cette boucle prix-salaire, moi derrière, je ne m'arrêterai pas à 75 points de base ou je ne m'arrêterai pas au taux neutre, taux d'équilibre en zone euro. Et de ralentir l'économie à tel point qu'on va avoir à nouveau une réaccélération du taux de chômage. Alors, ce qui m'intéresse le plus, paradoxalement, c'est la partie budgétaire dans la gestion de cette crise. Bon, la BCE, je crois que c'est bien identifié pour cette semaine, mais 400 milliards déjà engagés. Quand on fait les maths, alors évidemment, les banques d'affaires le font parfaitement bien. Goldman Sachs nous dit la facture énergétique des ménages européens en 2023, c'est peut-être 2 trillions d'euros au rythme où on va. 10 points de PIB et plus. Alors évidemment, on couvrira sans doute pas tout, mais on ne va pas pouvoir tout lâcher non plus. Dans quelle mesure le marché va donner encore du mou aux États pour permettre l'accommodation de cette crise inflationniste, puisque la BCE ne fait plus le job de monétiser la dette des États aujourd'hui? Pour l'instant. Ah, ok. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que la volonté, c'est de freiner effectivement l'enclenchement de la spirale inflationniste coût-salaire. Et donc, dans un premier temps, on aide les ménages. Il faudra, à mon avis, aussi aider les entreprises. Ça, c'est pour bientôt. Je crois qu'on l'a annoncé tout à l'heure. Un peu comme le Covid, parce que c'est une crise aussi politique, en fait. C'est pour ça que partir d'une surchauffe économique, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne vision des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti d'un problème politique, enfin, d'une crise politique aussi sanitaire, avec une forte demande et un problème d'offre, et on n'en est pas sorti. Enfin, on commence tout juste à s'en sortir. Et d'arriver à une crise énergétique, je parle juste pour l'Europe, parce que le problème des États-Unis, c'est pas la même chose. Et donc là, on essaie de gagner du temps pour éviter que ce choc énergétique, d'abord, une part, modifie les données qui sont de l'offre et de la demande, et évite justement de s'institutionnaliser par une spirale inflation-salaire. Donc, d'abord, c'est pas permanent, c'est juste temporaire, histoire qu'on comprenne, déjà, il faut que nous, agents économiques, on comprenne que ça va être fort. Et donc, il va falloir réajuster au fur et à mesure, et en supposant que cette inflation reste, encore une fois, un peu temporaire et non pas endémique, en disant ça va nous faire passer l'hiver. Enfin, si on peut passer l'expression. C'est le but. C'est exactement ça. Donc, on essaie de faire ça, et puis on verra. Alors qu'aux États-Unis, la spirale est enclenchée. Oui, non, mais on est sur l'Europe. Je veux qu'on reste sur l'Europe. Voilà, elle n'est pas encore enclenchée. Il y a eu un rattrapage de salaire. Là, on essaye d'aider les ménages qui vont avoir un choc quand ils vont voir ce qui devrait se passer en termes de rareté de l'énergie. Et à ce moment-là, on verra après comment on va gérer le problème de l'offre. Après, la politique monétaire... Et le marché est prêt à faire crédit aux États dans cette bataille. Parce que là, on a l'impression que les vannes budgétaires sont à nouveau rouvertes de manière spectaculaire. C'est pas violent non plus. Enfin, je sais pas, 400 milliards en 6 mois, ça me paraît... ça va très vite, quoi. Oui, mais ça va très très vite quand même, je trouve, moi. On y gagne par rapport à une inflation. Mais on peut reprendre 10 points de PIB de dette, là, après le Covid ? Je sais pas, c'est une vraie question. Il n'y a plus la BCE. Non, mais la question après se posera. C'est clair que la politique monétaire ne pourra pas rester aussi drastique. On voit bien qu'il y a une contradiction. Juste pour l'instant... À un moment, vous dites que c'est la Banque centrale qui craquera. Oui, il faudra, oui. Ouais. Non, mais c'est sans doute une hypothèse plausible. C'est pour ça que c'est peut-être aussi utile de taper fort en disant « Mais vous voyez bien que je lutte contre l'inflation ». Mais on voit bien qu'il y a une antinomie quelque part. On ne peut pas aider à la fois. Mais ce qu'avaient fait aussi les États-Unis, en aidant et puis en freinant aussi. On reste en Europe.
politique budgétaire américaine, elle est quand même moins accommodante, elle est plus neutre aujourd'hui. Elle est restrictive. Ah oui, il y a une erreur massive Non, de mais politique elle est- budgétaire. oui, mais- D'accord. Les États-Unis ont payé. Mais aujourd'hui, c'est cohérent. C'est-à-dire, ils ont accommodé en même temps la cohérence. et ils retirent l'un et l'autre en même temps. Comment vous, à travers l'image du policy mix qu'on a aujourd'hui pour l'Europe, qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier? Mais je pense qu'on paye beaucoup d'erreurs, en définitive. On paye notamment des erreurs durant le Covid. On a stimulé de manière très excessive. On a stimulé de manière très excessive aux États-Unis. On a stimulé de manière excessive aussi en Europe. On a préservé le pouvoir d'achat au moment où on avait un choc récessif majeur. C'était une quasi-dépression. Il n'y a pas de secret. Quand vous créez trop de monnaie dans l'économie, vous avez des chocs inflationnistes. C'est-à-dire, quand vous stimulez... on va faire machine arrière 24 mois. On a stimulé, on a préservé la demande, alors que l'offre mondiale était complètement perturbée. Donc vous créez un mismatching offre-demande qui génère de l'inflation, qui permettait aux banquiers centraux de dire que c'était transitoire. Au nom de cela, ils ont stimulé tous azimuts. Fédéral Réserve, BCE et toutes les banques centrales, à l'exception, tu l'auras noté, de la Chine. Derrière, ce caractère transitoire a justifié un attentisme qui s'est avéré... Une erreur. C'est facile de Oui, refaire oui, l'histoire. oui, parce que clairement, la Fédérale Réserve est en retard depuis l'été 2021. J'arrête pas de le dire, donc aucun souci. Et la BCE a été prise dans son fatras de revue stratégique de l'été 2021. Elle s'est sentie obligée. Prenez les conférences de presse de Christine Lagarde. C'est une speakerine qui lit un prompteur. Enfin, il y a une différence très clairement entre le communiqué tel qu'elle l'explique, puis les réponses ensuite qu'elle fait aux journalistes. Et ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire que la BCE est en retard. Et ça voulait dire aussi qu'il y avait un débat interne au sein des gouverneurs de la BCE qui avait commencé d'ores et déjà. Et donc on est en train de payer tout ça. Derrière, tu as le 24 février 2022, où d'un seul coup, j'exagère un peu, tu vois émerger une problématique de rivalité stratégique sur le continent européen. On ouvre une nouvelle histoire. Et ce n'est pas une histoire de 6 mois, 12 mois, c'est une histoire peut-être, je ne sais pas si c'est une guerre de 100 ans, mais c'est peut-être une décennie, 2 décennies. Ça veut dire que le continent européen, l'Union européenne, parce que la BCE, ce n'est pas uniquement la zone euro, l'Union européenne va devoir être confrontée sur le continent européen à une rivalité stratégique majeure avec son voisin, si j'ose dire, et un voisin qui est particulièrement hostile. Et ce voisin a comme vertu essentielle de lui fournir une grande partie de sa ressource énergétique, au moment même où on parle d'une adaptation de l'économie mondiale au net zéro en 2050. Donc, là, les gouverneurs de la BCE, sans faire de la géopolitique, ils ont compris qu'il faut calmer tout de suite le truc. C'est pas possible. Et là, d'un seul coup, on a une contradiction forte entre le mandat de la BCE, qui est un mandat inflationniste, qu'on avait oublié pendant la décennie Mario Draghi, puisque le mandat inflationniste était passé au second plan, puisque c'était la déflation rampante qui menaçait. D'ailleurs, si on nous avait dit il y a 12 mois, tous les 4, qu'on allait parler d'inflation sur ce plateau, on aurait peut-être rigolé un bon coup. On parle d'inflation, et pas d'une inflation à 4%, c'est-à-dire le double de l'objectif. On parle d'une inflation qui est en train de targeter entre 8 et 10. L'inflation globale. L'inflation globale. Oui. D'accord. Non, mais même non, mais je suis d'accord, le niveau global est un problème. Voilà, donc il y a un groupe. Et là, il y a une divergence forte entre... le budgétaire, le politique, qui lui a compris la rivalité stratégique et le mandat écologique qui lui est d'une certaine façon conféré par les opinions publiques. Quand tu es en rivalité stratégique, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de secret. Il faut une économie puissante. Ouais. Il faut construire des chars, il faut construire des missiles, pas uniquement des éoliennes. Donc il faut stimuler. Et de l'autre côté, tu as une BCE qui a un mandat. Et un seul et unique, ce n'est pas la Fédérale Réserve qui a un double mandat, emploi, inflation. Comment ça va se résoudre, Xavier? Ça va se résoudre dans l'attention. Et ça va entre les États et la BCE? Bien sûr. Et il y a des divergences. Il y a simplement déjà des divergences entre les frugaux et ceux qui sont les cigales. Ceux qui mettent le plus sur la table aujourd'hui, c'est un pays comme l'Allemagne, par exemple. Oui, mais l'Allemagne peut se le permettre. L'Allemagne a accumulé... Bien sûr. Elle n'a attendu que... Toute sa stratégie reposait sur l'idée j'accumule pour le jour où j'en ai besoin. Oui, c'était pour le vieillissement démographique. Elle est en train de changer de rubrique. Mais elle peut se le permettre. C'est pas le cas. Nous, on était un peu comme ces personnages de Tex Avery au-dessus du vide. On avait tout suspendu. Je rappelle qu'en 2023, le pacte de stabilité et de croissance, on espère encore en France pouvoir le renégocier, mais ça va s'avérer compliqué.
Et donc la BCE est obligée, les chiffres sont les chiffres. Tu as vu que Philippe Lane a été... Oui. Non, mais oui, je savais que le ministre de la BCE. Non, mais bien sûr. Mais on l'a histoire, raconté, parce Xavier. qu'il avait le mandat, c'était l'exécuteur testamentaire de Mario Draghi. Il portait encore la permanence de la stratégie, de la tactique de Mario Draghi. On lui a gentiment demandé, à partir du début de l'été, non seulement de se taire. Tu l'auras noté qu'à Jackson Hole, c'est pas lui qui a parlé, et surtout d'améliorer la qualité de ses prévisions macroéconomiques. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les prévisions macroéconomiques de la BCE, depuis bientôt 12 mois, sont complètement à la rue. Alors certes, la situation est complexe, mais que les prévisions macroéconomiques sur l'inflation, et ça apparaissait dans les revues trimestrielles de la BCE, étaient vraiment à la rue. Et donc, voilà, on fait en voiture, quand tu appuies à la fois sur l'accélérateur et le frein, si tu t'appelles pas Jean Ragnotti, tu risques le tête à queue. Et donc, on est dans cet instant très compliqué, ce qui diverge complètement de la situation américaine, où là, il y a une cohérence totale, puisque le budgétaire devient restrictif, globalement, il y a 8 points de PIB de stimulation en moins. Ça. En dynamique, effectivement. Oui, en dynamique, il y a 8 points d'accomodation en moins sur cette année par rapport à l'an dernier. Une politique monétaire qui réaccélère à la fois en conventionnel et à la fois en non conventionnel. Donc là, on est et je ne parle pas de l'équation, parce que ça, c'est à mon avis central, l'équation énergétique qui, à mon avis, va dominer les trajectoires macroéconomiques et les stratégies des politiques monétaires. Est-ce qu'on peut imaginer que, à terme, la question énergétique soit traitée en Europe au point qu'on puisse se dire qu'on ne revivra plus jamais un tel chaos énergétique? Donc il faut gérer l'intervalle, mais il y a quand même l'idée, réunion des ministres de l'énergie ce vendredi, on aura sans doute des précisions dans le discours d'Ursula von der Leyen le 14 septembre, discours sur l'état de l'Union, etc. L'idée d'une réforme est en train de se mettre en place. Est-ce qu'à terme, au moins, il y a cette perspective-là positive d'amélioration, comme on a eu l'union bancaire après la grande crise financière? Est-ce qu'on va avoir une avancée européenne sur ce plan-là à terme? On a besoin quand même de cet espoir. Ça fait partie de la logique du changement de paradigme où aujourd'hui on commerce en protégeant ses approvisionnements. C'est-à-dire qu'on est passé d'une économie au moindre coût à la sécurité d'approvisionnement. Ça, c'était vrai depuis un petit mois, depuis quelques mois. Donc, dans cette logique-là, il va falloir qu'on de toute façon, sécurise notre approvisionnement énergétique. Et c'est l'occasion ou jamais d'avoir une vraie politique énergétique. Le problème, c'est quelle politique énergétique? C'est ça le souci. Mais on sait bien que de toute façon, on ne peut pas y arriver sans une réponse européenne, comme celle qu'on a eue pour le Covid aussi. C'est la même chose. C'est une source d'espoir ou pas? C'est le côté un petit peu positif de tout ça. C'est ça. On peut se dire que finalement, sinon, oui, je pense que quelque part, on se dit qu'on n'a pas vraiment d'autre choix d'avoir une réponse en commun. Alors, quelle réponse? Le problème, il est là. C'est que je ne sais pas quelle réponse on peut donner en termes énergétiques, de politique énergétique. Sophie, vos commentaires, et puis ça amène à cette question. Jusqu'où est-ce que l'euro, en tant que devise, peut baisser? Même la perspective de 75 points de base ce jeudi à Francfort, ça ne semble pas être un soutien démentiel pour la devise. Alors, sur la question énergétique, il y a un vrai problème de faisabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, OK, les réserves allemandes sont à 90%, il ne faut pas s'inquiéter. Ils ont baissé de 15% leur conso, enfin 25% pendant l'été. Ils vont réussir à faire 15% à l'hiver. C'est énorme. Et donc, on passe l'hiver. Oui, mais alors, on passe l'hiver. Et donc, la course recommence au printemps. C'est-à-dire qu'on va refaire la course au printemps pour remplir... Avec quel gaz on remplit nos stocks à n'importe quel prix, parce que c'est dû à n'importe quel prix. Parce que les substitutions d'infrastructures, notamment, ne seront pas encore en place C'est compliqué. C'est-à-dire que l'Allemagne va y arriver, mais en rouvrant de la mine de charbon. Donc ça vient aussi se heurter à d'autres objectifs que vous mentionniez. Donc je suis complètement d'accord avec le propos qui dit que pour l'Europe, c'est un enjeu de plusieurs années. Ça va être compliqué pendant plusieurs années. On va se heurter à cette dimension-là pendant plusieurs années. Donc, si on revient à l'euro, effectivement, c'est quelque chose qui fragilise l'euro. Alors, je ne peux pas vous dire à quel niveau précisément, mais on va rester avec une pression importante sur l'euro versus dollar, qui est quand même à ce statut de valeur refuge.
tant qu'on va être dans cette dynamique de crise. On peut avoir des moments où l'euro reprend un peu de hauteur, notamment parce qu'aujourd'hui, dans les marchés, et que ce soit sur les actions ou dans l'euro, on est en train de pricer le pire. C'est-à-dire qu'on est en train de pricer un scénario où, quelque part, peut-être ça ne se passe pas bien cet hiver. Or, le constat est qu'on a trouvé, au moins à court terme, pas mal de solutions transitoires. On n'a pas trouvé une solution générale, mais on a trouvé pas mal de solutions d'accommodation. Donc là, on a un pessimisme extrême qui est d'ailleurs très bien matérialisé dans l'euro et dans les actions. Mais ça va rester compliqué pendant longtemps. Donc on a effectivement, pour l'Europe, cette problématique énergétique parce qu'on produit finalement, nous, assez peu d'énergie. Enfin, on n'a pas d'énergie fossile, assez peu. Donc, si cette dépendance existait à la Russie, elle avait une bonne raison. Voilà. Donc, il va falloir réorganiser tout ça, rouvrir une centrale nucléaire. On nous parle de plein de mini-centrales. Pas besoin de dire que ça prend un temps incroyable et qu'il faut les ingénieurs. Et que, donc, pour le marché, comme on était en train de fermer partout, sauf en Chine, autant dire que là, on ne les a pas. Donc ça va rester une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'Europe et un vecteur de fragilité pour les actifs européens. Et ça veut dire que l'euro devient structurellement faible, ou plus faible en tout cas qu'il ne l'était à sa création. L'euro a été créé comme une monnaie forte, sur la base des excédents allemands, sur le modèle de la politique monétaire de la Bundesbank. L'euro, comme toutes les devises, était un problème de valorisation relative. Donc l'Europe, par cette crise énergétique, est fragilisée par rapport aux États-Unis. Donc oui, forcément, tant qu'on n'a pas trouvé une solution, ce qui va prendre du temps, je pense qu'on est d'accord pour ça va prendre du temps, bien sûr. on a un euro qui est fragilisé. Et puis alors après, il y a la volatilité des marchés intrinsèque, là d'un ISM qui était plus fort sur les services, et du coup, mais on a un euro qui est plus fragilisé, et donc en tendance qui va être plus faible versus le dollar. Gardez la parole, Sophie, pour dire un mot de la partie américaine. Est-ce que l'idée d'un soft landing américain est définitivement morte et enterrée, ou est-ce que c'est une idée qui survit, y compris après le discours expéditif de Jérôme Powell à Jackson Hole? Alors, c'est vraiment le dilemme, c'est le sujet de tous les investisseurs. On identifie pas mal de signaux de désinflation aux États-Unis. Que ce soit, pour le coup, l'énergie pour eux, puisque pas la même problématique que nous, que ce soit les matières premières agricoles, que ce soit les métaux industriels, que ce soit les problèmes d'approvisionnement, les indices d'approvisionnement de matières, etc., ont beaucoup rebaissé, le coût du fret, etc. Donc il y a déjà un certain nombre de signaux de désinflation. L'immobilier américain est en train de marquer le pas de façon assez sévère, c'est d'ailleurs assez brutal, assez sévère, et on n'a pas encore vraiment vu, sauf dans l'immobilier, l'impact des hausses de taux qui sont déjà matérialisées aux États-Unis. On est à 3,7% voilà, de taux de change. Donc voilà. Alors ça, c'est le problème. Et donc, alors là, ce qu'on ne sait pas, c'est quel va être le ratio de sacrifice. C'est-à-dire de combien il va vraiment falloir effectivement ralentir l'économie pour éviter que l'inflation soit auto-entretenue, c'est-à-dire vraiment s'ancre. Et les signaux de désinflation nous amènent à penser qu'il y a encore la place, mais c'est un chemin extrêmement étroit. Oui, bien sûr. Mais c'est encore possible. Ouais. C'est encore possible. Et donc, du coup, du point de vue de l'investissement, c'est la question clé. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue la dérivée seconde et les signaux de désinflation ? Est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Reprendre du risque. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a tenté de reprendre un peu de risque, alors pas dans l'obligataire, mais en tout cas potentiellement dans les actions. C'est ce qui s'est passé en août jusqu'à ce que sortent des trop bons chiffres. Ouais. Le problème du trop bon chiffre, bien sûr. C'est absolument horrible. Ou alors, est-ce qu'on accepte que le ratio de sacrifice va être trop important et donc on attend le creux de la récession et on reste planqué ? Et là, c'est vraiment le dilemme. Et honnêtement, j'ai du mal à trancher. Non, mais c'est vrai. Le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis était particulièrement intéressant parce que... Mais avec une hausse du taux de participation. Mais c'est ça, c'est le premier élément qu'il faut voir. Il y a des gens qui reviennent s'inscrire dans le marché du travail comme demandeurs d'emploi. Absolument. Le taux de chômage remonte et les créations d'emplois en net sont toujours très positives. Mais sur un niveau bien trop élevé. Voilà, donc le problème c'est ça, c'est qu'on part d'un point bien trop élevé. Et le problème, je sais pas, moi je préfère cette situation que la nôtre, non ? Largement, mais ça amène, la Fed a quand même adopté un certain dogmatisme, c'est-à-dire que le message est clair. Alors elle a quand même dit qu'elle était data dependent, donc si les signaux de désinflation se multiplient, elle va lever le pas, elle va lever le pied.
Mais on n'en est pas là pour le moment. On va avoir encore quelques sueurs froides avant d'en arriver là. Ouais. Et puis alors, Data Dependence, et on regarde donc le rapport mensuel sur l'emploi, qui est un des chiffres les plus révisés au monde. Les créations d'emplois, c'est quand même pas très fiable, en tout cas en première estimation. Le nouvel ADP, la mesure de l'emploi dans le secteur privé. Et puis le CPI, donc il y a un indice d'inflation encore le 13 septembre, avant la prochaine réunion de la Fed. Sur la situation américaine, Eric, qu'est-ce qu'il y a, dans quelle manière ça a évolué? Je pense qu'on va dans le bon sens, mais là, par rapport à l'Europe, situation classique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment bien chauffé l'économie, et puis donc la demande était forte, l'offre aussi, et à force de chauffer, on ne trouvait plus personne, donc les salaires ont augmenté. Et donc la bonne nouvelle, quelque part, dans l'histoire, c'est qu'il y en a deux. C'est qu'il y a un peu plus de personnes qui viennent sur le marché du travail. Très bonne Ceux qui étaient partis parce que pendant le Covid, ça sert à rien, et puis de toute façon, je peux faire autre chose, et ainsi de suite, ou je n'ai pas besoin de travailler. Et à ce moment-là, donc on augmente la capacité finalement de croissance de l'économie américaine, qui garde toujours cette même force à la fois de la demande et puis l'offre. Et puis on voit que le choc de prix, qui est au départ post-Covid, s'améliore globalement, puisque la spirale inflation-salaire, on est à quoi? Plus 5,2 globalement. Bon, pour une inflation à 8, c'est gérable, et elle a l'air de diminuer, puisque la croissance des salaires, c'est de 0,3 le mois dernier. Donc on est en train globalement de gérer la solution. Donc, mais c'est plus simple aux États-Unis, parce qu'on n'a pas ce choc énergétique en Europe. Donc, je crois qu'il faut attendre. Alors, est-ce que la Fed a raison de taper fort tout de suite, et pour pouvoir ensuite, après, si jamais elle tape trop fort, redescendre? En fait, c'est ça. C'est où on considère qu'elle va taper trop fort, et puis elle refera descendre, ou on préfère un ajustement progressif jusqu'à temps que finalement on voit une faiblesse dans la demande. Pour l'instant, la demande tient, et l'inflation diminue légèrement, mais c'est beaucoup plus long. Donc, je pense qu'on est dans les cordes là. Bon, Xavier, dans les clous sur les États-Unis. Moi, j'ai dit 50 points de base. Ils feront le 21 septembre. Est-ce que c'est pas le moment où on peut revenir à un rythme? 50, c'est déjà énorme quand même comme chemin de hausse de taux. Non, parce qu'ils sont en retard. Toujours. Ils sont toujours en retard. Donc c'est comme un incendie dans la Pinède. Plus tu tardes, plus il faut appeler une Noria Canadair. Donc non, il faut pas non plus exagérer. Ça, après, il y a une histoire de dosage, mais je crois que ce qui a précédé est tellement puissant. Et a de telles caractéristiques, je mentionne, inertielles, bien sûr. Que non, tu peux y aller d'une certaine façon assez confortable. Et en plus, alors, est-ce qu'on a tranché la question sur le taux terminal? Parce que c'est la vitesse à laquelle on y va, je comprends que c'est quelque chose d'important pour le court terme, pour les marchés, mais le marché est toujours parti de l'idée que le taux terminal était quand même bien identifié, 3,5, 3,75, et que ce taux-là, il n'a pas bougé dans l'esprit du marché, en tout cas. Non, mais probablement, mais ça n'empêche pas la Fédérale Réserve d'aller au-delà, parce que en ayant trop attendu, on est potentiellement, avec un tel marché du travail, on est potentiellement dans la phase d'enclenchement prix-salaire. Et c'est précisément parce qu'on rentre dans cette séquence, qui a été bien diagnostiquée par les gouverneurs, qu'il faut taper. Pour empêcher, sinon après c'est la perte de contrôle. Après on n'est pas encore à Volcker. On n'est pas à Volcker. Donc il ne veut pas être Burns, mais il n'est pas encore Volcker. Voilà, c'est ça. Et il a compris qu'il avait rendez-vous avec l'histoire. Donc il a beau être avocat, il sait qu'il faut pas tarder. Donc non, je crois que c'est le bon dosage. Et c'est vrai que quand on fait une comparaison des deux côtés de l'Atlantique, le contraste est absolument saisissant. En 6-12 mois, on a quelque chose. On s'étonne même que le dollar ne va pas plus haut. Bien sûr. Et au plus haut de 20 ans quand même. Oui, mais ça a toute de vie. C'est un soutien pour la Fed dans son combat actuel. Sûr, c'est des inflationnistes. C'est un soutien essentiel. Bien sûr. Mais le contraste est vraiment. Alors il faut pas tout diagnostiquer sur cette photo instantanée. Mais si on extrapole avec un peu de fiction derrière, il y a quand même beaucoup d'interrogations. D'interrogations. Si on poursuit notre tour du monde, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot de l'introduction en bourse de Porsche, ce que ça vous envoie comme message. Il
y a un peu de vie quand même dans ce marché européen, puisqu'on est peut-être à quelques semaines de la plus grande introduction en bourse de l'histoire en Europe. Mais un mot de la Chine, peut-être, pour faire le point là aussi. Alors, c'est une règle implacable, zéro Covid policy égale zéro croissance. Une règle qui continue de se vérifier à l'issue de cet été 2022, Sophie? Alors sur le zéro Covid policy, il y a eu des aménagements. La règle est moins stricte qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois, mais ça continue à avoir des impacts économiques qui sont significatifs. C'est compliqué parce que le zéro Covid policy, c'est une règle à vocation politique plus qu'à vocation sanitaire maintenant. Xi Jinping s'était valorisé du succès de la politique de zéro Covid dans la première phase du Covid. Et donc c'est très difficile aujourd'hui politiquement d'abandonner cette approche après avoir vendu aux gens que c'était pour les protéger, pour les sauver, pour les machins. Il en retire un bénéfice politique encore aujourd'hui? Je pense Selon vous, parce que là, on n'est pas... C'est plus difficile aujourd'hui. Ouais. Et je pense qu'il est un peu pris au piège effectivement de cette politique. Non, c'est un passage qui est très très compliqué pour la Chine, mais c'est pas le principal problème de la Chine à l'heure actuelle. Le principal problème de la Chine, il est maintenant bien balisé, et c'est un problème immobilier, comme il y en a eu classiquement dans d'autres pays dans le passé. Donc c'est vraiment une belle crise immobilière qui contraint effectivement énormément l'aptitude de la Banque centrale à pouvoir relancer l'économie, à pouvoir relancer l'activité, puisque l'immobilier pendant très 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 longtemps a été le principal moteur de croissance en Chine, avec un système qui est complètement construit autour de la question immobilière, avec des gouvernements locaux qui se financent par la vente de terrains à vocation immobilière, donc qui n'ont plus de revenus, donc qui ont du mal à transférer les mesures de soutien à l'économie. Donc là, on est vraiment dans une configuration assez compliquée, effectivement, pour la Chine. Et puis, l'urgence démographique. On faisait le point aussi ce matin, alors avec la responsable des études de CPR Asset Management, que je cite, Laetitia Baldeschi, qui suit précisément la question chinoise. Donc la population chinoise ne progresse plus. Je crois que c'était plus 0,3% seulement dans les chiffres de 2021. Sans doute que cette année, ce qui ne dit rien de bon pour l'immobilier. Non, mais évidemment, c'est le lien. Cette année, ce sera sans doute 0, voire négatif. C'est-à-dire, on va avoir une démographie négative. On va détruire de la population, si je puis m'exprimer ainsi, en Chine, peut-être au terme de cette année 2022. Quand la démographie japonaise est devenue négative, ils avaient atteint un niveau de richesse par habitant qui était de $30 000 par tête. La Chine, aujourd'hui, est à 20 000. C'est-à-dire que ça montre bien l'échec total quand même de cette transformation qu'ils ont souhaité faire avant d'avoir cette question démographique trop proche d'eux. Visiblement, heureusement qu'ils ne sont pas à $30 000 et qu'ils n'ont pas tous une voiture. Enfin, entre guillemets, cyniquement, mais pour nous peut-être, mais pour eux, j'en sais rien. Non, oui, la création, bien entendu, mais la création c'est un pays d'une autre envergure que le Japon. On parle d'un pays d'1,4 milliard de personnes recensées. Donc c'est une autre complexité entre guillemets que le pays, enfin que le Japon, qui est un tout petit pays au final. Mais par contre, les effets sont semblables. C'est-à-dire que le choc déflationniste est très très fort, effectivement, et c'est quelque chose de comparable. Eric, oui, la situation chinoise. La Chine, c'est le Japon des années 80, sous l'ordre du Japon, et après et là vous y rajoutez, par contre, on y rajoute le saupoudrage européen, c'est-à-dire que la crise politique en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, avec un choix politique fort qui vient perturber encore un peu plus le système économique. Donc là, pour le coup, ça va devenir très très compliqué quand même pour la Chine. Alors, après, c'est un pouvoir fort. Donc, dans une économie, un pouvoir fort, on peut modifier les choses. Donc... Ici s'arrête la comparaison avec le Japon. Ouais, j'entends. Vous avez des forces économiques intrinsèques un peu similaires au Japon, et vous rajoutez une crise politique pour l'instant, où on freine complètement la production et la consommation par le zéro Covid. Et derrière, vous avez les tendances longues problématiques de Chine. Mais vous avez quand même ce pouvoir qui permet de modifier les structures économiques quand ils veulent. On verra, le 20e congrès à partir du 16 octobre. Je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on arrivera à comprendre ce qui se passera pendant cette semaine ou ces 10 jours de congrès. La question étant de savoir, est-ce que c'est Xi Jinping lui tout seul, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne sur l'estrade? Est-ce que le pouvoir est un peu plus partagé, ou est-ce qu'on prépare quand même une forme d'après?
Ou est-ce que non, ça reste quelque chose de complètement magnifié, centré autour d'une personne? Personne ne sait. Non, personne ne sait. Xavier, oui. Rapidement, parce que je voulais que vous disiez il a une garde rapprochée. Mais... Oui. Non, ce qu'on peut se douter, c'est que là, c'est de la politique fiction que je fais. Je suis absolument pas un spécialiste, mais à mon avis, il y a de très fortes tensions au sein du bureau politique du Parti communiste chinois. Juste une observation. Quand tu mentionnes 20 000 $ par Chinois, ils sont 1,4 milliard. Il faut savoir qu'il y a peut-être 400 millions qui sont à 40 000, 50 000 $. Et il y a le solde de la population qui est à moins de 10 000 $. Donc, quand tu connais l'histoire de l'Empire du Milieu, ça veut dire que en ce moment, dans la société chinoise, il y a des tensions invraisemblables. Donc, on est à la veille. Je fais de la politique fiction, je ne suis pas un sinologue, mais on est à la veille de phénomènes insurrectionnels. Enfin, les conditions sont réunies, plus exactement. Et quand tu détruis des tours entières dans des grandes métropoles chinoises, tu détruis du capital dans des structures familiales qui recyclaient une partie de l'épargne par des mécanismes. Parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'institution. C'est tout le problème. C'est tout le problème, oui. Donc, tu peux te douter que le Parti communiste chinois, qui reflète à un moment ou à un autre les sentiments, les émotions de la population chinoise, il doit se passer des choses. Donc, je pense que les jours de Xi Jinping sont comptés. Et l'enjeu aujourd'hui du Parti communiste chinois, c'est de gérer sa sortie. C'est ça. De gérer sa border son mandat, quoi. Voilà, correctement, pour qu'il n'y ait pas d'humiliation. Voilà. Ça, c'est une intuition. Non, mais la Chine, de toute façon, nous amène souvent à être dans l'intuition. Porsche, quand même. Grosse introduction en bourse de l'histoire européenne, peut-être demain sous nos yeux à Francfort. C'est une superbe marque, magnifique, de très belle. Mais je trouve qu'on est. Bon, c'est une observation que j'ai mis dans mon petit mail. Je trouve qu'il y a un paradoxe total, même s'ils font un virage électrique. Je trouve qu'il y a un paradoxe total des marchés financiers qui vont accorder une valeur d'exception comme une valeur de luxe, hein, puisque la voiture, d'une certaine façon, devient peu ou prou un objet de luxe, puisque se déplacer en voiture va devenir de plus en plus compliqué et la mobilité... on est dans une société post-fordiste. Donc, ça devient de moins en moins un véhicule de masse, même si dans le monde, c'est une aspiration encore très profonde. Hein. Il se vend tous les ans... je sais pas, 70 millions ou pas loin, ou 80 millions de véhicules. Mais voilà, je trouve qu'il y a là un paradoxe. Je n'arrive pas à réconcilier. Il y a une contradiction historique pour vous, là. Oui, pour moi, il y a une contradiction historique. Et pourquoi? Parce que le luxe n'existera plus demain? Parce que, ce sont le statutaire va... Je trouve que quelque part... n'aura plus la même valeur? Quelque part, ce sont des véhicules qui sont incroyablement ostentatoires et qui rentrent en contradiction complète avec l'objectif. Je ne veux pas dire que ça rejoint le débat des... mais est-ce que ça, c'est pas une vision de nos économies et sociétés? Non, en Chine, dans d'autres pays, est-ce que c'est pas quelque chose... Les gens pourront rouler en Porsche. Loin de moi la volonté d'interdire, je suis pas naïf là. Hein. Je trouve là qu'il y a une contradiction à accorder autant de valeur à des véhicules qui aujourd'hui... Enfin, les Porsche, c'est des véhicules qui sont globalement cylindrés, qui sont globalement lourds, qui émettent... globalement beaucoup de CO2 et qui sont inroulables dans des conditions normales. Alors on sait que si on veut atteindre le net zéro en 2050, il va falloir faire de gros efforts, pas uniquement sur les véhicules évidemment, mais notamment sur l'automobile. Et le plaisir Porsche ne peut pas faire partie de la stratégie net zéro. Ça va devenir compliqué. Alors je sais qu'il y a une dimension électrique, mais même le véhicule... On parle de valorisation en fait. Oui. Moi, la valorisation que confère le marché... le marché à cet objet-là, me pose question, puisque quelque part, à moins... Mais vous direz la même chose, je ne sais pas, pour un groupe de luxe comme LVMH, Gucci, Kering ou Hermès. Ils vont rentrer dans cette problématique-là. Alors, les émissions de CO2, il faudrait rentrer dans un calcul beaucoup plus que je n'ai pas fait dans l'instant. Mais effectivement, dans ces produits ostentatoires, dans un monde qui va être contraint en termes de développement économique, parce que je ne vais pas faire mon Jean-Marc Jancovici, mais quelque part, mais si, j'entends. La contrainte, le net zéro n'est pas compatible avec une croissance économique. Hein. Donc, quelque part, l'ostentatoire... ne pourra pas être valorisé de la même manière. Quelque part, l'ostentatoire dans une décroissance économique, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, et on ne la trouvera pas hors la décroissance, si ce n'est d'abandonner les objectifs. Et alors là, si on abandonne les objectifs net zéro 2050, je peux dire il va faire de plus en plus chaud, pas uniquement l'été. Donc, quelque part, il y a une contradiction, et c'est une espèce de... on est un peu sur le... C'est le chant du cygne. On est un peu sur le Titanic, et il y a encore une dernière... L'orchestre va encore lancer, et
on tente d'en profiter. Et pour Volkswagen, c'est une superbe opération parce que le marché est prêt. Il regarde Tesla, il a regardé Volvo et il se dit il y a bon, on va encaisser du cash. Et comme il y a beaucoup de liquidités encore plus pour très longtemps, eh bien on engrange. Mais ça valorise ces 85 milliards entre 60 et 85. Volkswagen. 85, c'est la valeur de Volkswagen aujourd'hui. La maison mère. Ouais. Donc en fait, incroyable, hein. Donc Volkswagen vaut zéro derrière. Et quelque part, oui. C'est ça. Donc, on voit bien que de toute façon, la réponse c'est voilà quelque chose. Mais Porsche vaut autant que Volkswagen, effectivement, dans ce tour de table, ce pré-tour de table, on va dire. Donc quelque part, à mon avis, l'estimation me paraît un peu peut-être erronée, non? L'un est trop cher ou l'autre pas assez. Enfin. Oui, c'est ça. C'est peut-être Volkswagen qui est pas cher aussi, effectivement. Bon, on suivra ça. Porsche a affiché sa volonté de y aller. Tout est prêt, évidemment. Il y a déjà eu un pré-tour de table. Les investisseurs sont au courant. On parle du Qatar, d'autres, etc., qui seraient dans le tour de table. Reste la question des conditions de marché. C'est le seul truc qui pourrait faire reculer Porsche, visiblement, dans les prochaines semaines. Même si, voilà, il y a quand même beaucoup d'emphase et de teasing qui a été mis autour de cette introduction en bourse aujourd'hui encore. Mais la symbolique est belle, quoi. Oui, on verra si la symbolique peut sortir sur le marché allemand. De mettre Porsche sur le marché. Ouais. Suivra ça. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Afrique et de l'investissement en Afrique, avec alors ce que j'appelle un de nos poissons pilotes africains, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'experts qui viennent en tout cas sur ce plateau, trop peu, mais Guillaume Arditi en fait partie. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Votre métier, je le dis simplement, est de guider effectivement des investisseurs sur le territoire africain, terre d'opportunités en matière d'investissement. C'est ce que vous allez nous démontrer effectivement dans un instant, Guillaume, mais effectivement dans le contexte actuel, et je trouve que la médiatisation de la visite du président Macron en Algérie ces derniers jours est un signe quand même qu'on... je ne vais pas dire qu'on redécouvre l'Afrique, mais que les intérêts ou l'intérêt de l'Afrique revient sur le devant de la scène dans un contexte qu'on connaît de crise énergétique, de problèmes d'offres, d'approvisionnement, de ressources naturelles. On voit très bien tout de suite la lumière qui se remet sur ce continent. C'était Macron en Algérie, mais c'est aussi l'Italie, Rome, qui négocie avec l'opérateur gazier algérien. Oui, absolument, Grégoire. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on redécouvre que le manque de diversification a des conséquences. Donc, on a eu la première alerte avec le Covid. Maintenant, on a la deuxième avec la crise ukrainienne. Évidemment, elle est extrêmement violente et touche beaucoup plus de monde puisque c'est l'énergie et que c'est central. Et donc, mécaniquement, ça ramène les spotlights sur l'Afrique où il y a actuellement des alternatives et puis des développements gaziers qui sont soit au Mozambique, en Namibie, au Sénégal. Donc oui, mécaniquement, ça ramène l'attention sur l'Afrique. En revanche, je pense que ce serait vraiment une erreur de ne penser à l'Afrique que pour les ressources naturelles, oui, parce que ces opportunités qui sont offertes sur le continent sont bien entendu beaucoup plus larges et peuvent répondre à des problématiques de diversification dont on pourrait cette fois un petit peu anticiper les conséquences. Bon, c'est un message permanent dans nos entretiens, Guillaume. Mais non, mais c'est important et c'est le cœur du sujet, d'ailleurs. Pour un investisseur global, comment vous caractériseriez l'investissement en Afrique? Quand on a la possibilité d'investir partout dans le monde, dans différents types d'instruments, on parlera avec vous de la dette privée en l'occurrence, comment se détache le territoire africain et ce qui caractérise l'investissement en Afrique? Je pense qu'il faut le recontextualiser sur le marché global. C'est-à-dire que d'une part, on a un marché qui est caractérisé actuellement par une masse de liquidités qui est absolument colossale. Là, les chiffres que je lisais récemment, c'est que depuis 2015, les actifs sous gestion ont augmenté de 40%. Donc on parle de plus de 100 000 milliards de dollars qui sont sur le marché, dont des dizaines finalement sont avec des rendements réels qui sont négatifs. Donc on a cette problématique-là avec cette masse de liquidités et des rendements qui ne répondent pas aux attentes. Et puis de l'autre côté, on a un marché qui est, lui, extrêmement porteur, qui est caractérisé par une croissance très forte et en même temps une limitation structurelle de la capacité de financement. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de réconcilier le meilleur des deux mondes.
modulo le risque politique, là aussi, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec vous, mais enfin, le risque en général, et Dieu sait si les investisseurs globaux sont capables parfois d'aller prendre des risques très importants. Est-ce que justement la perception du risque africain a évolué? C'est une question qu'on a déjà posée avec vous. C'est une question qu'on avait abordée et on voit en fait l'évolution qui continue à se faire. Donc depuis nos premières discussions, on est progressivement en train de sortir de cette dichotomie qui caractérisait la vision du risque africain, qui était d'un côté, pour faire un peu caricatural, mais ça reste assez proche de la réalité, d'un côté l'aide au développement et de l'autre côté le haut risque au rendement. Donc on avait cette espèce de binarité dans l'approche du risque et on ne pensait pas qu'il y avait la possibilité de travailler sur des risques conservateurs et puis éventuellement de dormir sur ses deux oreilles sans penser qu'on allait faire soit le x10, mais en risquant de tout perdre. Donc aujourd'hui, il y a cette évolution-là qui se produit, qui est de plus en plus importante. Et les investisseurs commencent à avoir une sensibilité de plus en plus marquée au fait qu'il y a des opportunités qui se présentent et qui peuvent se retrouver avec de la granularité entre ces deux extrêmes. Est-ce que là aussi, il y a toujours un jeu relatif dans les marchés? La montée de risques souverains ici, là, dans des zones pour lesquelles on n'était pas habitué justement à ce type de risque, est-ce que justement, là aussi, ça modifie la perception? Oui, il y a un risque en Afrique, mais... dans d'autres pays ailleurs, dans des économies développées, il y a aussi des risques aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Oui, alors tout près d'ici, je pense que maintenant, on réalise que le risque géopolitique est en train de revenir dans l'analyse. Et finalement, c'était une probablement trop longue parenthèse, je pense que c'est depuis les années 90, où on a été dans des marchés où finalement on pensait qu'il n'y avait plus à gérer de risques politiques parce que nos propres marchés en étaient isolés. Maintenant que ça revient chez nous, on réapprend à gérer le risque géopolitique qui va de pair avec le risque économique. Et c'est ce qu'il faut faire tout simplement en Afrique. Où, d'ailleurs, une petite insiste par rapport à ce dont on discutait récemment aussi. Aujourd'hui, ou hier, en fait, la Cour constitutionnelle kenyane a confirmé l'élection du président. Donc là, on voit un autre exemple qui fait un peu contrepoids à ce à quoi on est habitué dans ces derniers temps dans le Sahel, où en fait on a un processus électoral qui s'est très bien déroulé dans un des pays majeurs. Il y a un système institutionnel qui fonctionne exactement aujourd'hui dans un pays comme le Kenya. Pourquoi la dette privée en tant qu'instrument vous paraît être justement un instrument adapté pour répondre aux besoins d'investissement de l'Afrique et puis pour répondre aussi aux objectifs d'investisseurs conservateurs, d'ailleurs, j'aime bien ce terme. Si l'Afrique doit intéresser les investisseurs conservateurs, pourquoi la dette privée est un bon véhicule selon vous? Alors, déjà, par essence, la dette, parmi nos instruments financiers, c'est encore celle qui est la possibilité d'apporter des profils les plus sécurisés. Donc ça, c'est la première chose. De temps en temps, on a des discussions dette versus equity, et c'est vrai que sur de la dette, par construction, on est quand même beaucoup plus confortable que sur de l'equity. Alors pourquoi c'est particulièrement adapté sur l'Afrique? Pour trois raisons. La première, c'est la profondeur du marché. Donc quand on regarde la dette privée dans le monde, on est sur des encours globaux qui doivent dépasser les 700 milliards de dollars, avec un marché principalement euro et principalement US, 60-40. En Afrique, aujourd'hui, il y a moins de 5 milliards d'encours en dette privée. Donc on peut imaginer le potentiel de déploiement, l'horizon de déploiement qui est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément, et qui là va résonner justement pour des profils conservateurs, qui est caractérisé par deux choses. C'est la prévisibilité que ça peut apporter et la stabilité. La prévisibilité, parce qu'un profil de dette, ça s'amortit sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, donc on casse la volatilité du produit. Ensuite, la stabilité, parce qu'avec la dette privée, on peut investir dans des stratégies diversifiées sur de l'économie réelle. Donc on se retrouve avec la possibilité de construire des actifs qui reposent sur des actifs réels, qui sont extrêmement solides et diversifiés. Ça peut aller là récemment, il y a eu des investissements dans des data centers justement par l'agence de développement américaine. On a investi 80 millions de dollars dans une société qui construit des data centers dans des capitales africaines. Incidemment, la FinTech, McKinsey vient juste de sortir aussi un rapport où ils estiment que le chiffre d'affaires de la FinTech va être multiplié par 8 d'ici 2025. Donc là, c'est une extrême du spectre. De l'autre côté, on va avoir des projets massifs d'infrastructures. Barrage Renaissance en Éthiopie, la deuxième turbine vient de commencer à être opérationnelle.
le deuxième terminal conteneur Bolloré. Du classique. Du classique, du très solide et du très diversifié. Et ensuite, le troisième point, c'est que si on fait l'exercice de faire un petit peu des comparaisons avec ce qu'on a sur nos marchés, donc si on part un peu dans des notions d'arbitrage, on va se retrouver avec quoi? On regarde l'infrastructure Europe. Si on touche 4% sur 20 ans, déjà, c'est une performance. Maintenant, sur l'Afrique, la même typologie de transaction, on va être plutôt entre 7-8 sur des horizons plutôt à 7 ans. Dans ce rendement de 7-8%, comment il se décompose là? C'est quoi la part de prime de risque pour revenir au risque justement? Parce que c'est le double du rendement qu'on peut attendre sur 20 ans quand on investit dans les infrastructures en Europe. Là, vous me parlez de 7-8 ans? Exactement, oui. 7-8 ans. Facialement, ça veut dire que la prime, le premium qu'on a sur le risque politique, en considérant que c'est des risques intrinsèques qui sont similaires, on va l'estimer à peu près à 5%. Sauf que, en plus, aujourd'hui, il y a des benchmarks pour vraiment mesurer le pricing du risque politique. Si, par exemple, on prend des cotations avec des assureurs qui assurent le risque politique, bien sûr, on va voir que le premium que l'investisseur va gagner net du risque politique et à risque intrinsèque constant va être dans les, moi je l'estime à 300-400 points de base. D'accord. Oui, donc 5% de premium, c'est très bien payé. Donc 5% de premium, à mon sens, c'est quand même très bien payé. Ouais. Ça, vous dites c'est 5 milliards d'encours aujourd'hui de dette privée. On a une idée de la dynamique de développement de ce marché et qui est porté et qui sera porté demain par quel type d'investisseurs là, ces investisseurs conservateurs, qui sont-ils? Qui peuvent-ils être demain? Alors aujourd'hui, je pense que, et c'est là que ça rajoute encore de l'intérêt à la prochaine aventure, c'est qu'on commence à trouver des investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Et là, ça peut créer des très belles équipes parce qu'on a à la fois des investisseurs qui vont connaître la réalité du terrain de manière intime et puis d'autres investisseurs qui ont une puissance de frappe. Donc là, on a vu des intérêts qui ont été marqués par des fonds de pension d'un certain nombre de pays en Afrique. Alors on pense plutôt à des pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme la Namibie, des pays comme le Kenya, où la réglementation est plus propice pour les fonds de pension et les institutionnels pour se déployer de manière internationale. Et puis, on voit des compagnies d'assurance, des fonds en Europe qui sont également intéressés à trouver de l'alternatif, en plus avec des notions d'impact qui sont extrêmement fortes. Et le tout soutenu par certaines banques de développement qui voient dans la dette privée la possibilité d'aider à combler le gap de financement sur le continent africain. Et oui, c'est une dynamique qui peut s'accélérer selon vous. Encore une fois, je reviens au point de départ, notion de diversification, de sécurisation de ces approvisionnements, diversification de ces investissements. Nous, on voit plusieurs projets de fonds qui sont en cours. Et donc, l'anticipation, c'est que sur 2023, on devrait quand même assister à du mouvement sur le marché. Moi, je pense que, quand je vous disais 5 milliards, c'est moins. Moi, mon anticipation, c'est qu'à partir du moment où il y aura des fonds dette senior qui sont un peu classiquement, avec des profils comme on les a chez nous, qui vont être développés sur le continent, il y aura en plus un effet d'aspiration qui va amener 2-3 milliards de dollars d'encours assez vite sur le marché. Merci beaucoup Guillaume de venir nous parler d'investissement en Afrique régulièrement dans l'émission avec aujourd'hui cette opportunité que représente selon vous la dette privée comme instrument, véhicule d'investissement pour l'Afrique à travers en l'occurrence des actifs réels effectivement. Et aujourd'hui les actifs réels sont plutôt ce que recherchent les investisseurs dans un monde financier très perturbé. Merci, Guillaume Arditi qui est avec nous en plateau, associé fondateur de Belvedere Africa Partners, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.